Voilà de retour. On va parler de notre assiette. Moi, j'en fais une obsession, je dois vous le dire. Alors, chez nous, c'est une maladie. Alors, on fait attention. On n'est pas parfait en tout, hein, puis personne l'est. Mais moi, ça, là, la gestion de mon frigo, c'est devenu une passion, en fait. Et justement, j'ai envie de vous poser une petite question quiz. Certains ont déjà commencé à y répondre. À combien évalue-t-on au Canada, c'est important de le dire, au Canada, la quantité annuelle de résidus évitables, soit d'aliments qui auraient dû être mangés et qui ont été jetés? Alors, 3 choix de réponse: 5 millions de tonnes, 11,2 millions de tonnes et 38 millions de tonnes. Je vous laisse le temps de répondre et je mets la table, c'est le cas de le dire, pour justement ce panel sur se nourrir filière agroalimentaire, parce que justement, il y a des pertes, il y a du gaspillage, du champ à l'assiette. L'économie circulaire, ça présente beaucoup de potentiel finalement pour cette filière agroalimentaire. On a déjà plusieurs initiatives qui vont en ce sens-là. D'ailleurs, je pense que c'est Daniel qui parlait de la ville de Guelph et on a quelqu'un avec nous pour nous en parler. Alors que ce soit à l'échelle des territoires, des organismes non lucratifs ou même des entreprises privées, il y a plein de choses qui se passent. Alors, on va en jaser. Avec nous, Barbara Schwartzentruber, I hope I'm saying your name right, de la ville de Guelph, Jean-François Archambault de la Tablée des chefs et Cédric Provost d'Antosystème vont venir échanger. Et est-ce que j'ai la réponse? Est-ce qu'on peut aller vers la réponse? Alors, on y va pour la réponse de notre quiz. Alors, on évalue à 11,2 millions de tonnes la quantité de résidus évitables, soit d'aliments qui auraient pu être mangés. Ça représente suffisamment de nourriture pour nourrir les personnes habitant au Canada pendant 5 mois. Ça fait réfléchir, je vous le dis. Alors, on y va sans plus tarder. On va aller voir les choses qui se passent, qui vont nous donner justement envie de se dire que ça va quand même relativement bien puis qu'on regarde du côté positif des choses. Alors, je le disais, avec nous, Barbara Schwartzentruber, qui est la directrice générale du Bureau des villes intelligentes de la ville intelligente de la municipalité de Guelph. Elle est également membre du groupe d'experts du Conseil des académies canadiennes sur l'économie circulaire au Canada. Et justement, la municipalité de Guelph est l'une des grandes gagnantes du défi des villes intelligentes du Canada et son comté de Wellington collabore avec des partenaires publics et privés en vue de créer la première économie alimentaire circulaire au Canada. Elle est avec nous et Barbara has more than 30 years. Je me suis dit que j'allais en faire un petit bout quand même en anglais pour être certaine qu'elle ne soit pas inquiète dans sa présentation, que je la présentais bien comme il faut. Donc, she has more than 30 years. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur public, dans l'innovation et au niveau provincial et fédéral, dans les domaines de villes intelligentes, de participation citoyenne et l'économie circulaire, le gouvernement ouvert et les technologies. Elle a enseigné le développement des communautés dans plusieurs universités canadiennes. Barbara, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité. Je vais essayer de partager mon écran pour montrer ma présentation. Voilà, un petit délai à mon beau. Alors, créer la première économie alimentaire circulaire du Canada. Oui, merci. Nous avons été assez chanceux de gagner le prix pour l'initiative des villes intelligentes ou Smart Cities Initiative. Oh, désolé, j'ai juste un petit peu de problème à faire avancer mes diapos. PowerPoint. Bon. On a gagné ce prix, il y a environ 2 ans maintenant, et c'est assez unique. Bon, ce n'est pas une initiative normale pour les villes intelligentes, les Smart Cities. Ça n'a pas rapport avec l'éclairage futé des rues ou les systèmes de transport. Ça a rapport avec la nourriture.
Et je vois que mes diapos ne bougent pas, alors je vais essayer une autre chose. Ah, voilà. Je vais recommencer. Bon. Alors, ça a rapport avec l'alimentation et de créer une économie circulaire pour l'alimentation. Et cette initiative, c'est de trois choses, en fait. Ah, voilà. C'est d'augmenter l'accès à la nourriture. On crée de nouvelles entreprises circulaires, de nouvelles collaborations et de trouver plus de valeur économique en non seulement en évitant le gaspillage alimentaire, mais en transformant les résidus alimentaires. Alors, ça, c'est un projet d'une ville et d'une région rurale qui l'environne. Alors, c'est la ville de Guelph et le comté de Wellington qui ont des terres agricoles riches, mais c'est important dans le sens que tout le monde peut collaborer. En collaborant, nous avons créé un laboratoire où les innovateurs sociaux, les producteurs, les transformateurs, les experts en données et en technologie peuvent se réunir et travailler pour créer une économie circulaire alimentaire. C'est assez unique dans le sens que cela combine le concept de ville intelligente avec l'économie circulaire et avec la construction d'une ville, parce que de nos jours, on voit souvent des occasions pour que les villes puissent vraiment faire avancer la transition vers l'économie circulaire. La ville est un collaborateur, quelqu'un qui rassemble et un catalyseur pour réunir, comme je l'ai dit, tous les intervenants dans la communauté afin de concevoir et de développer des interventions qui, selon nous, vont aider à nous mener vers l'idée d'un système alimentaire circulaire régional durable. On croit que la ville a un rôle important parce que la ville a une relation unique avec les citoyens et les résidents. Et il est très important que ça soit inclusif, une occasion inclusive pour que les gens puissent participer et ne pas être abandonnés par l'économie circulaire. Le concept de l'économie circulaire, bon, un de ces aspects là, qui est très sous-développé, c'est l'idée de la culture circulaire. Et nous croyons que lorsqu'on fait participer les citoyens, lorsqu'on implique les résidents, on peut commencer à les aider à jouer un rôle dans cette transition. Alors, voici une image de notre travail, on les trois buts, et il y a plusieurs projets que nous avons démarrés, bon, en fait, parce que ça a vraiment rapport avec des immenses changements systémiques. Il y a 9 projets importants et plusieurs petits projets pilotes et des projets de démonstration sous chacun de ces grands projets. Et nous avons une première année très active. Et ensuite, COVID nous a frappés. Mais comme plusieurs d'entre vous le savez, l'économie circulaire, ce concept-là, surtout le système alimentaire, a résonné en ces temps difficiles et l'occasion de faire les choses différemment pour gérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, pour appuyer les gens pour qu'ils puissent avoir accès à la nourriture d'urgence et de le faire de façon qui appuie les connexions des gens avec la terre, les connexions avec les produits terroirs, vraiment a été important pour nous. À cause de la COVID, mais aussi, plus que ça, nous avons créé une plateforme dans laquelle les gens pouvaient collaborer. On appelle ça la table de cuisine. C'est vraiment un endroit où qu'on puisse faire avancer ce mouvement social pour que les gens puissent interagir les uns avec les autres pour partager le travail qu'ils font déjà. Parce que, comme vous le savez, il y a tant de travail qui s'est fait, qui est à l'extérieur, du travail des gouvernements à l'extérieur, bon, qui vraiment vient de la racine, de la base, si on peut dire. Un des domaines clés de notre travail, c'est de mettre l'accent sur s'assurer que les gens aient accès à de la nourriture nutritive, de santé et abordable. Alors, on cherche, on regarde où les gens manquent d'accès à cette nourriture et ensuite on fait des planifications pour des interventions qui sont basées sur les faits probants. Une des occasions, c'est de créer une table pour la résilience alimentaire pour faire participer plusieurs de nos intervenants comme les citoyens, les organismes non lucratifs pour identifier pour nos conseils la direction dans laquelle nous devons aller à l'avenir. Une des initiatives intéressantes qui est ressortie de ce travail, c'est la livraison d'épicerie en ligne, mais un système par lequel les gens peuvent payer des prix réguliers et d'autres peuvent payer ce qu'ils peuvent. Et on commence seulement ce projet avec un de nos partenaires du domaine de la sécurité alimentaire et on pense que ceci va être une occasion. Alors, lorsque 3 membres de la communauté payent le prix,
plein prix. D'autres individus peuvent avoir accès à cette livraison d'épicerie à un taux réduit. Bon, maintenant, le défi agricole et d'agriculture urbaine nous a donné 10 projets d'agriculture urbaine intéressants parce qu'une des choses qu'on a entendu bien clairement, c'est que les gens veulent vraiment participer pour faire croître leur propre nourriture et au niveau communautaire. Alors, au-delà des jardins communautaires, qu'est-ce qu'on peut faire à propos des projets agricoles dans notre ville qui sont capables non seulement de donner un endroit aux gens pour qu'ils puissent faire pousser leur nourriture, mais aussi le partager avec les autres. Maintenant, du côté des producteurs, des agriculteurs, une partie du travail, c'est de s'assurer que les gens aient accès à la bande passante pour que les fermiers, les agriculteurs puissent utiliser cet accès-là pour utiliser plus d'outils numériques et des occasions. Bon, il y a un travail intéressant dans l'agriculture régénérative et on regarde comment on peut accroître. Bon, qu'est-ce qui manque dans le système alimentaire localement? Quelles sont les lacunes que nous devons combler? Alors, il y a aussi une étude sur la plateforme de nourriture, le Food Hub. Il y a un mois, on a reçu d'autres financements pour mettre à l'échelle notre travail, pour appuyer les entreprises, pour faire la transition vers l'économie circulaire, bon, des modèles d'affaires dans le secteur agroalimentaire. Et ce travail va de créer un accélérateur pour les entreprises, pour l'économie circulaire, aussi pour faire des plus gros projets de démonstration qui montrent les possibilités de créer des chaînes d'approvisionnement circulaires. On a aussi l'occasion d'avoir un passeport numérique qui donne accès aux entreprises à tous les services dans notre système que nous coordonnons autant au niveau rural que dans les zones urbaines. Et ce passeport numérique va appuyer des entreprises pour avoir accès à ces programmes et ces services. Comme on l'a mentionné plus tôt, le financement d'impact et l'accès au financement pour les entreprises qui font cette transition est très important et on travaille pour intégrer les occasions pour avoir accès non seulement à un de nos fonds, mais aussi tout le financement, tout l'écosystème de financement qui souvent semble très désorganisé pour les entreprises. Comme d'autres le font, on démarre une plateforme d'échange des ressources, bon, comme un Craigslist, où les entreprises peuvent énumérer leurs produits alimentaires, bon, leurs flux commerciaux qu'ils sont pas capables d'utiliser, mais que d'autres compagnies peut-être peuvent utiliser et éviter donc le gaspillage alimentaire. Un des grands défis de l'économie circulaire, c'est d'avoir des bonnes données, pardon. Et pour cela, ces données aussi doivent être partagées non seulement dans le secteur public, mais aussi avec les partenaires du secteur privé. Alors, nous avons créé une plateforme de données ouverte, une collaboration, un site de collaboration où nous allons pouvoir utiliser ces données pour créer des nouvelles connaissances et des entreprises pourront s'en servir pour créer des nouvelles valeurs économiques. C'est une photo. Bon, je sais que vous n'êtes pas capable de voir les détails, là, mais on a fait une étude sur les flux de gaspillage alimentaire. Ça, c'est le diagramme qui montre tous les flux alimentaires et certaines de nos étapes suivantes vont être d'intervenir dans le domaine des flux de gaspillage et d'identifier des occasions pour de nouveaux projets et d'intervention qui vont diminuer ce gaspillage alimentaire. Alors ça, c'est un petit regard rapide de ce que nous faisons. Il y a encore beaucoup d'autres. Je vous encouragerais à regarder le travail que nous faisons et vous pouvez le voir sur fuelfuture.ca. Merci beaucoup. Barbara, c'est impressionnant. Je dirais fascinant. Je sais que toutes nos présentateurs ont des initiatives qui vont vraiment nous jeter en bas de nos chaises. Celle-là vraiment me surprend particulièrement parce qu'on allie la technologie avec justement cette idée d'économie circulaire et on voit que tout le monde est partie prenante. La ville est peut-être l'initiateur, la bougie d'allumage, mais tout le monde met l'épaule à la roue. Vraiment, félicitations et c'est très, très, très inspirant. Et vous allez voir, il y a des éléments de cette présentation, de ce qui se passe à Guelph, qui sont peut-être aussi des reflets de ce qui se passe chez nous à la tablée des chefs. On a avec nous Jean-François Archambault, qui est directeur général et fondateur de la tablée des chefs. Tantôt, Barbara nous parlait que en temps de COVID, on avait accéléré les choses pour venir en aide aux personnes. Bien, évidemment, la tablée des chefs existe depuis très longtemps. En fait, l'idée a germé en 2002 et s'est matérialisée à travers le temps. Mais là, pendant la COVID, et là, Jean-François me corrigera, c'est 3,5 millions
de repas qui ont été conçus pour venir en aide aux banques alimentaires du Québec. C'est pas rien. Et tout ça, ben justement, ça se fait dans une circularité. Alors, Jean-François, à vous la parole. Merci. Peut-être je commencerai par mettre les gens en bouche et peut-être, je ne sais pas si la vidéo est prête, mais je présenterai peut-être la vidéo, puis après ça, je vous reviendrai tout de suite après pour vous mettre en contexte. Il n'y a que des bons résultats de ce programme-là. C'est sûr qu'au début, c'est un changement. Tout changement pour une équipe peut être perçu, peut être mal perçu. Mais moi, j'ai contacté mon équipe rapidement quand on a mis le projet en branle en 2012. C'était déjà une aberration pour la plupart de nos employés de jeter de la nourriture et on les a impliqués directement. Donc, les idées, comment on était pour fonctionner, qui était pour faire les tâches. On a vraiment fait une table de travail que chaque employé prenne une petite partie de ce projet-là et se l'attribue à lui. Et c'est pas moi qui ai décidé de tout, c'est vraiment l'équipe. On s'est coordonnés ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils se sentent vraiment impliqués dans ce processus-là. Ils ont vraiment l'impression de faire la différence. Et je pense que c'est ça qui a fait vraiment le succès de l'implantation du projet. Il y a plusieurs bienfaits, je dirais, depuis l'implantation du programme de récupération alimentaire pour nos équipes et aussi, bien sûr, pour la société, pour l'organisme à laquelle on donne nos denrées. On est jumelé à la Maison du Père. On a choisi en partenariat avec la Tablée des chefs cet organisme-là. Donc, c'est un organisme qui est vraiment à proximité. Concrètement, ce programme-là déjà nous aide et est partenaire avec nous surtout au niveau de combattre l'insécurité alimentaire au sein de notre communauté. Chaque jour, quand on reçoit la donation, on la réceptionne tout de suite, on la met au réfrigérateur. Ensuite, on fait le triage, puis on les retravaille. En moyenne, avec ce programme-là, on sert à peu près 250 à 300 repas par jour. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous, là. On ne pourrait pas, sans des partenaires comme les vôtres, agir et prendre soin de notre clientèle comme on le fait aujourd'hui. Je conseille à tout le monde de se joindre à ce programme. Alors, Marie, quand on a vu, puis on a commencé la pandémie, on s'est aperçu que le programme pourrait pas, en fait, récupérer la même quantité de nourriture parce que tous les événements étaient arrêtés, les hôtels, la plupart, voire la totalité des événements où on récupérait des surplus alimentaires pour nourrir les gens dans le besoin, pour réduire le gaspillage alimentaire. On a tout de suite fait une recherche sur le terrain pour voir aussi comprendre les besoins, moins de bénévoles parce que les personnes qui sont bénévoles sont souvent retraitées, semi-retraitées, dans une tranche d'âge aussi, sans faire de généralité, où il y avait plus de risques. Donc, on leur disait de rester à la maison. Donc, ce qui fait que les organismes communautaires pouvaient moins compter sur ces bénévoles-là pour préparer des repas. Donc, aussi l'environnement sécuritaire d'une cuisine. Une cuisine dans les organismes, souvent, on s'arrange comme on peut. Il y a des belles cuisines dans le secteur communautaire, mais souvent, c'est des cuisines qui sont plus restreintes. Donc, déjà, là, plus compliqué d'être en distanciation puis de respecter les règles sanitaires. Donc, tout de suite, on a identifié nos établissements qui étaient déjà, pour la plupart des établissements donateurs du programme de surplus alimentaire, de la tablée et de leur dire, est-ce que vous prendriez de la matière brute et vous prépareriez des repas pour les banques alimentaires qui nous ont identifié un besoin de 400 000 repas par mois au plus fort l'année dernière. Donc, on a dit, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer cette histoire-là de pandémie puis de COVID. Donc, on a dit, allons-y pour 2 mois, au moins 800 000 repas. Puis finalement, tout le monde est embarqué à bord.
Je me souviens avoir eu des premières conversations avec Sylvie Cloutier au CETAC, avec Marcel Groslot à l'UPA, l'ensemble des fédérations, les emballeurs de pommes de terre, les producteurs d'œufs, Olimel aussi, et tout le monde s'est retrouvé à ne pas pouvoir distribuer leurs produits non plus au secteur de la restauration, au secteur de l'hôtellerie. Donc, il y avait une opportunité de dire, ces denrées-là, cette nourriture-là qui aurait dû être distribuée au secteur ne l'étant plus. Est-ce qu'on pourrait la mettre en valeur différemment et l'amener dans des recettes? Donc, on a fait appel, on a eu des entreprises privées comme Ivanhoe Cambridge qui nous a appelé, Christine Babkin, pour me dire, Christine, qu'est-ce que tu fais en ce moment, JF? Est-ce qu'on peut t'aider? Et de dire, on mettrait la cuisine du Reine-Élisabeth puis du Château Frontenac à profit pour préparer des repas pour les cuisines solidaires. Donc, le projet des cuisines solidaires, c'est vraiment un grand projet de solidarité où on a pris nos cuisines où normalement on faisait de la récupération alimentaire, où normalement ils se préparaient déjà des milliers de repas là, dans une économie où on n'a pas de pandémie. Donc, maximiser ces cuisines-là, ouvrir la cuisine du Centre Bell où justement Mission Bon Accueil ne recevait plus de surplus des matchs, bien évidemment. Donc, recevoir des repas préparés, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire. Donc, on est, monté à 3,5 millions de repas jusqu'à maintenant. On a continué la production depuis le début de l'année. Et on va continuer aussi parce qu'on a eu une conversation, puis l'insécurité alimentaire est encore bien présente. Donc, c'est une situation qui va perdurer encore quelques temps. On parle de 18 à 24 mois au niveau des hausses d'insécurité alimentaire. Donc, on va faire appel. Puis, on a déjà commencé à travailler avec Courchaine-Larose, avec une subvention justement de Recyc Québec pour travailler sur un projet pilote où on pourrait intégrer la lutte au gaspillage alimentaire dans une optique d'un grossiste en fruits et légumes qui, à certains moments, va vouloir donner des légumes aux banques alimentaires, mais les banques alimentaires étant à pleine capacité, ne peuvent pas toujours recevoir. Des fois, l'état des légumes est fragile. Donc, les cuisines solidaires, puis la Tablée des chefs, avec son programme, demandent aussi à ces établissements-là, seriez-vous prêts à prendre des invendus, puis à préparer des repas. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là de dire comment on peut continuer. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a récupéré 7000 livres de légumes à la première semaine de notre partenariat avec Recyc Québec pour intégrer 7000 livres de légumes qui auraient été compostés, mais comme on l'a dit au tout début, qui étaient voués à être mangés parce qu'ils étaient en parfait état. Donc, simplement que des fois, dans la chaîne de distribution, avant que ça se trouve sur les tablettes, des fois, le délai est serré et l'aliment ne pourra pas soutenir cette transition-là, soit en transport, soit en manutention. Donc, souvent, le grossiste va dire, OK, on ne peut pas l'envoyer sur les tablettes de IGA, par exemple, ou des fruiteries ou tout ça dans les marchés. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, la Tablée des chefs, c'est ça, c'est le programme de récupération alimentaire qui va continuer quand on va pouvoir se déconfiner complètement puis que le secteur événementiel va revenir. Et aussi, la préparation de repas. Donc, prendre ces établissements-là, comme on l'a fait, comme on a pu le faire dans un mode d'urgence, et continuer de le faire sur une base constante. Je pense à un super partenariat qui s'en vient avec l'École hôtelière de Laval où on va avoir une cuisine de production, une salle de classe. On parle de mettre en place un laboratoire de gastronomie sociale où on va pouvoir amener les étudiants en cuisine, qui est la relève en cuisine. Hein, on a besoin de l'inspirer, cette relève-là en ce moment, leur donner espoir que l'industrie va se remettre sur pied. Mais tout de suite, sur les bancs d'école, leur transmettre cet ADN de don de soi, d'implication dans la communauté, de leur rôle dans la lutte au gaspillage alimentaire. Donc, vraiment, la Tablée des chefs veut, dès les bancs d'école de ces étudiants-là, de cette relève-là, comme on l'a fait depuis le tout début avec la Tablée des chefs, avec des initiatives comme la Semaine des écoles hôtelières, où on envoie des denrées dans les écoles, plus d'une vingtaine d'écoles hôtelières, et où ils transforment, ils préparent des repas, ils envoient ça, ils envoyaient déjà ça dans... Imaginez-vous si on était capable d'intégrer à même le cursus des écoles hôtelières, une portion, peut-être 15-20% d'invendus
venant des grossistes, venant des fermiers qui pourraient intégrer ces aliments-là au lieu de les laisser au champ ou par exemple, ou de les perdre carrément. Donc, il y a plein d'opportunités, effectivement. Nous, on est super passionnés de ça. C'est sûr que la pandémie nous a brassé un peu, mais là, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. On a surtout une bonne connaissance de nos capacités, de nos moyens et de nos ambitions. Donc, merci Marie pour cette opportunité. Merci à Recyc Québec de nous avoir invités pour partager tout ça. Merci. C'est inspirant. Moi, merci beaucoup, Jean-François. Évidemment, de voir que tout le monde, encore une fois, à chacune des étapes, tout le monde décide de mettre l'épaule à la roue. Cette idée-là, évidemment, commencer tôt à engager les futurs travailleurs de nos cuisines, les futurs chefs. Je pense que c'est une recette gagnante pour faire un petit jeu de mots, parce qu'on le voit, les études le prouvent, hein, dès qu'on commence tôt à être sensibilisé à certains enjeux, c'est quelque chose qu'on garde en soi pour très longtemps. Alors, merci beaucoup, puis merci de vous être reviré sur un dizaine, comme on dit en bon québécois, pour avoir fait la différence et avoir mobilisé. Moi, j'adore cette idée-là que vous êtes en train de mettre en place avec Recyc Québec et avec vos grossistes, parce qu'effectivement, il y a les invendus, mais il y a aussi parfois dans la chaîne des besoins de trouver des filons, de trouver des façons de pouvoir optimiser, dans le fond, l'utilisation des ressources. Et dans ce cas-ci, avec votre grossiste, c'est un exemple magnifique. Alors, merci beaucoup. On revient à vous pour la période des questions. On enchaîne maintenant avec un homme qui a grandi, qui est tombé dans l'entrepreneuriat quand il était petit. Et grâce à sa vision, son leadership et sa forte capacité de communication, il est arrivé à faire croître la solution Antosystème. Alors, pour en savoir plus, je vous présente Cédric Provost, qui est cofondateur et chef de la direction d'Antosystème. À vous la parole, Cédric. Fermé, excusez-moi, il y avait des gens qui me parlaient. Ça va me permettre de rappeler, Cédric, que si les gens veulent réagir à votre conférence et à celle de vos partenaires sur le panel, vous pouvez le faire évidemment à travers la boîte de chat, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le mot-clic Économie circulaire QC21. Alors, on a hâte de vous lire, puis on a hâte de vous entendre, Cédric. Bonjour, est-ce que c'est mieux? Donc, comme je disais, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. C'est super apprécié de pouvoir présenter Antosystème sur la barre est haute avec Barb et Jean-François, des très belles initiatives. Donc, Antosystème, c'est quoi? C'est un projet structuré innovant pour essayer de réduire les gaz à effet de serre, mais tout en augmentant l'autonomie alimentaire du Québec. Donc, on en a parlé énormément aujourd'hui. On gaspille beaucoup de la production alimentaire, fait que je ne reviendrai peut-être pas là-dessus. Mais de l'autre côté, pour produire cette nourriture-là, on a utilisé énormément d'engrais de synthèse, donc des fertilisants, des pesticides. Puis ça produit mondialement 700 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est énorme. Puis de l'autre côté, on a une population mondiale qui grandit. Fait que 9,8 milliards d'humains d'ici 2050, selon l'ONU, qu'on devra nourrir via encore plus de surpêche, plus de déforestation. Fait que pour nous, on a vu qu'il y avait un système alimentaire vraiment fragile. C'est là qu'on voulait intervenir. C'est Antosystème voulait créer un système alimentaire circulaire et durable. Donc, concrètement, on en a parlé, il y a des pertes à la ferme, à l'épicerie. Nous, ce qu'on vise beaucoup, c'est tout ce qui va être les institutions, les industries, parce qu'il y a de la matière organique qui n'est pas comestible pour les humains. Fait que ça veut vraiment celle-là qu'on va les récupérer tout au long de la chaîne, la faire venir dans l'usine, et nous, on élève la mouche solde noire. Cette mouche-là, c'est vraiment le maître de l'économie circulaire parce qu'en seulement 6 jours, elle va être capable de transformer d'énormes quantités de matière organique sous forme de protéines et de gras dans son corps. Donc, après 6 jours, on les récolte. Fait qu'eux vont être séchés, ça devient de la nourriture. Pour l'instant, c'est la nourriture pour les animaux domestiques. Éventuellement, ce sera des animaux pour nourrir des animaux d'élevage comme des poulets ou dans les piscicultures, par exemple. Mais tout ce qui reste dans le bac, on va vraiment le récolter. Ça va devenir un fertilisant biologique. Donc, tantôt, on parlait qu'on avait trop de gaspillage, mais qu'on manquait de fertilisants et de protéines. Donc, nous, c'est vraiment en 10 jours de transformer ce gaspillage alimentaire-là en protéines et en fertilisants. Donc, ça nous donne une usine qui est vraiment zéro déchet. Tout ça grâce à la larve de la mouche solde noire.
Pourquoi, exemple, de le donner à nos laves, pourquoi pas l'envoyer dans une autre technologie? Bien, nous, on se base beaucoup sur la récupération la hiérarchie de récupération des aliments. Donc, c'est la United States Environmental Protection Agency qui l'a fait, là, fait que c'est pas nous qui avons créé cette pyramide-là. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en haut, on devrait réduire à la source. Ce qu'on sait, c'est pas toujours évident avec les saisons et tout. Tous les producteurs veulent produire le plus possible. Donc, on tombe au deuxième échelon, puis c'est là qu'on a vu qu'est-ce que Jean-François fait un travail exceptionnel, bien, c'est nourrir la population, dans le besoin ou pas, mais il faut vraiment nourrir la population avec cette matière organique-là, cette nourriture-là. Mais ce qu'on voit, c'est, comme on a dit des fois avec la logistique du transport, avec le gel, la chaleur, il y a beaucoup de matière organique qui n'est pas consommable par l'humain. Ou des fois, je vais prendre un exemple, tout ce qui est dans les usines va tomber à terre, bien, ce ne sera pas nécessairement salubre pour nourrir. Donc, là, on vient avec nourrir les animaux. Fait que c'est là qu'on se situe parce qu'on a une technologie qui s'implante à proximité des villes. Donc, il y a peu de transport et qui prend un délai très court et qui n'a pas de gaz généré, donc on n'a pas de méthane produit ou etc. Mais on vient vraiment faire une offre complémentaire avec les paliers en dessous, comme vous pouvez voir, juste en dessous nourrir les animaux, c'est avec l'usage industriel, comme par exemple la biométhanisation qui est très forte au Québec. Mais ça va être peut-être pour qu'est-ce qui est le bac brun. Parce que nous, le bac brun que vous sortez à la rue, on ne peut pas le récupérer. Donc, lui va être parfait pour aller faire la biométhanisation, parce que nous, on a besoin d'une certaine traçabilité. Donc, et en dessous de ça, évidemment, il y a le compostage. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'en s'alliant tout le monde ensemble, on va être capable de vraiment avoir un zéro déchet, mais un zéro déchet optimisé, où ce qu'on va pouvoir couper en bas ce qui est le dépotoir. Donc, nous, on veut vraiment qu'il n'y ait aucune matière organique qui soit envoyée au dépotoir et que chaque matière soit valorisée au maximum parce qu'on met tellement d'efforts pour produire des nutriments, que ce soit en transport, en fertilisant, en espace, en main-d'œuvre, en pétrole. Donc, on doit vraiment garder ces valeurs nutritives-là dans la chaîne alimentaire. Pour vous donner quelques exemples de matières qu'on a revalisées avec le temps, je dois par contre souligner le travail de Synergie Estrie. C'est vraiment un organisme en Estrie qui nous a accompagnés pour justement faire du maillage industriel avec qui avait des pertes, qui avait des résidus et l'associer avec nous. Donc, on a Inomal, qui est une malterie située à peu près à 7 km de chez nous. Eux, quand ils produisent la bière, le malt, en fait, ils doivent séparer les grains, il y a des rejets. Bien, nous, ces rejets-là, qui ne sont pas comestibles pour les humains, bien, nous, on va les récupérer, les donner à nos insectes. On a également, exemple, je vais parler de Sanimax, qui, eux, récupèrent tous les résidus dans les épiceries. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de matières nutritives avec des fruits et légumes, c'est pas évident. Donc, nous, cette portion-là, on va être capable d'aller les récupérer. J'aurais peut-être aussi juste mentionné, là, dans le bas, vous pouvez voir Soprema qui n'est pas dans la nourriture. Juste pour vous expliquer que nous, l'économie circulaire, c'est pas juste pour les matières organiques. On va vraiment vouloir l'implanter dans toutes nos pratiques d'usine. Donc, Soprema, on a découvert via Synergie Estrie qu'il y avait des espèces de boîtes palettes. Je ne sais pas le terme français exact, mais ces boîtes-là qui n'avaient plus d'utilité pour eux, bien, nous, on les récupère et on met nos produits finis dedans avant de les expédier aux clients. Donc, chaque produit qu'on était pour acheter, on essaie de questionner, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on pourrait le remplacer dans notre économie locale pour pouvoir, encore une fois, éviter de produire quelque chose qui n'est pas nécessaire. La même chose de Solio avec des grains déclassés des fois ou des lots avec un médicament qui ne pourrait pas être utilisé pour les animaux. Bien, nous, on va les récupérer. Puisque vous voyez ces cafés Vittoria, des plures de café, encore une fois, des résidus qui étaient problématiques qui allaient à l'enfouissement. On réussit à les détourner puis les retourner dans la chaîne alimentaire. Et chocolat de la montagne, évidemment, ça peut paraître tout à fait qu'il y a des pertes de chocolat, mais c'est sûr que quand il y a des contaminations, ça tombe au sol, on ne peut pas le détourner vers des banques alimentaires, c'est là que nous, on va venir jouer notre rôle. Finalement, je vais vous partager quelques chiffres clés. Antosystème, aujourd'hui, c'est une équipe de 30 personnes, donc des biologistes, des ingénieurs. Il y a vraiment beaucoup de savoir à créer. C'est une nouvelle industrie. Donc, on a une trentaine d'employés dans notre usine pilote de Sherbrooke. Et cette usine-là nous permet de produire 300 kilos de larves séchées par jour. Et je rappelle que des larves d'insectes, c'est 50% de protéines et c'est rempli de bons nutriments, d'acide laurique. Donc, on voit vraiment bien fait pour l'instant, comme je disais, pour les animaux domestiques. On verra pour le futur. Et puis, on a également 900 kilos de notre frass. Notre frass, c'est ça, notre fertilisant qui est biologique, qu'on peut redistribuer localement à des producteurs qui ont vraiment une forte demande pour de plus en plus des fertilisants à base biologique et locale. Puis le chiffre en bas, c'est 1 million. C'est 1 million de kilos que dans notre usine pilote, on a réussi à revaloriser dans les 2-3 dernières années. Mais pour nous, c'est vraiment juste un début. Dès l'année prochaine, puis on a un beau support de Recyc Québec, on veut vraiment continuer à développer. On veut traiter 90 000 tonnes de matière organique par année. Ça, pour vous donner une idée, 90 000 tonnes, c'est 4 500 camions de vidange
qu'on va traiter par année, puis qu'on va évidemment détourner des sites d'enfouissement le plus possible. Puis on a engagé une firme pour voir, est-ce que c'est vraiment écologique ce qu'on fait? Sur papier, tout a l'air fantastique, mais nous, une métrique qu'on essaie de mesurer, c'est vraiment les gaz à effet de serre. C'est vraiment de même qu'on mesure notre performance d'entreprise. Puis on croit que c'est quelque chose qui est essentiel à toute entreprise de vraiment mesurer son empreinte carbone. Et nous, on a vu qu'on peut éviter 24 000 tonnes de CO2 par année avec notre technologie. Ça, c'est par usine. On n'a pas l'intention de s'arrêter à une usine. Donc, on voit qu'on a vraiment un projet qui peut prendre de l'ampleur. Puis, juste pour vous donner une idée, 24 000 tonnes de CO2, ça représente quoi? C'est l'exemple de prendre son auto, faire 24 000 allers-retours Montréal-Vancouver. Donc, on voit que c'est énormément de pollution. Donc, en résumé, c'est ce qu'on essaie d'offrir. C'est vraiment une solution innovante et locale, mais d'économie circulaire, un enjeu de société. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je remercie encore à Rocé Québec de nous appuyer dans nos démarches, puis aussi de nous avoir invités au panel aujourd'hui. C'est super apprécié. Cédric, moi, j'ai une question tout de suite pour vous avant d'aller voir Hélène et directement à Cédric. Vous êtes un entrepreneur qui venait d'une génération, de différentes générations d'entrepreneurs, donc d'une famille d'entrepreneurs. Pourquoi avoir choisi cette niche-là et avoir décidé d'appliquer cette vision globale-là de l'économie circulaire? Bien, je pense que je vais commencer par la fin. Intégrer l'économie circulaire, pour nous, ça fait du sens. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on fait à côté. Ce qu'on a vu, c'est qu'on était capable de créer une entreprise durable et rentable. Nous, on croit beaucoup que la lutte au changement climatique doit se faire d'une façon viable. Comme ça, on ne dépend pas de subventions ou d'aides gouvernementales. On s'est dit, on va faire un modèle qui est rentable, ce qui va nous permettre d'avoir un impact plus grand. Puis pourquoi les insectes? C'est honnêtement, je pense qu'on est à un point, notre génération, on entend tellement parler de toutes les problématiques environnementales, puis d'où ce qu'on s'en va. J'ai 2 jeunes enfants, puis je veux leur laisser une meilleure planète. Fait que c'était de trouver une solution. Puis quand on a vu que la mouche de noir était dans le milieu de tout ça, on a dit que ça faisait du sens, puis on s'est lancé dans l'aventure. C'est ça, l'innovation entrepreneuriale. Merci beaucoup, Cédric. Alors, je vais aller du côté d'Hélène parce que vous le savez, vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas que moi qui a des questions. Moi, j'en ai toujours, mais j'aime bien savoir les vôtres. Donc, Hélène, je pense qu'il y a certaines questions justement sur le chat. Oui, les questions rentrent. Marie, on en a 2 pour Cédric. Donc, la première, c'était est-ce que les mouches soldats noirs peuvent aussi serait une bonne manière de récupérer les carcasses d'animaux de ferme? Puis la deuxième question, c'était au niveau des larves séchées, est-ce que ça devient aussi du fertilisant? Oui, bien, super bonne question. C'est sûr que nos insectes sont un peu meilleurs pour tout ce qui est matière organique, végétale, grains, légumes et tout. Ils pourraient manger de la viande, mais pour l'instant, je pense qu'il y a des bonnes solutions qui existent pour les valoriser. Mais au niveau salubrité, on aime mieux vraiment rester avec des matières végétales, vu qu'ultimement, on va rentrer dans la chaîne alimentaire. Puis pour les larves, oui, fait que tout ce qui reste à la fin de l'élevage après les 6 jours, c'est vraiment du fumier de larves. Donc, il y a des larves et du fumier de larves, il y a 0 perte. Et ce fumier, c'est effectivement un fertilisant qui est distribué biologiquement. Moi, j'ai une question pour tous les panélistes et je vais commencer peut-être avec Barbara. J'espère que Barbara, vous m'entendez bien. Donc, la question que j'ai, c'est comment on fait pour mobiliser tous les partenaires dans des chaînes de valeur comme les vôtres? Je pourrais commencer avec Jean-François qui nous a parlé justement de tous les groupes qui sont interpellés. C'est quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent mobilisés par la cause justement de la valorisation alimentaire? Jean-François, votre micro peut-être? Ah non, Jean-François, est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi. En fait, je pense qu'il y a différentes choses. Il y a les relations humaines qu'on bâtit avec les gens qui ont à cœur les mêmes intérêts puis les mêmes objectifs que nous, en fait. Puis il y a tout l'aspect de la réputation de l'organisation, de dire voici ce qu'on veut faire, puis voici ce qu'on fait réellement concrètement. Donc, on a toujours été très ouvert à partager l'impact qu'on avait. On a toujours été très ambitieux sur cet impact-là. Donc, je pense que ça, les gens, quand ils se retournent vers une organisation comme la Tablée des chefs, ils voient ce qu'on a accompli à travers les dernières années et ça bâtit la réputation de l'organisation. Puis ça, je pense que la réputation est très importante, on n'en a qu'une. Et la Tablée travaille fort sur démontrer puis pas avoir peur de se faire challenger par de l'évaluation d'impact et tout ça pour vraiment démontrer le travail qui est fait sur le terrain.
ça rend les gens confortables. Puis je te dirais que j'ai fait de la vente avant, j'en fais encore, c'est du développement des affaires, là, en fait. Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est de dire, ah, il est encore là, lui, tu sais. Oui, c'est ça. Le fatigant, tu sais, qui vient nous achaler avec ses affaires de récupération alimentaire, il est encore là, tu sais. Il est encore là. Ben, ça doit fonctionner, son affaire, s'il est encore là. Non, mais je fais des blagues, mais c'est, tu sais, on est là, on est encore là. Donc, ça aussi, durer dans le temps, c'est démontrer aux gens que ça peut fonctionner, puis qu'on finit par avoir raison, en fait, se donner raison. Ben merci. Je vais aller du côté de Barbara, puis ensuite de ça, du côté d'Hélène, qui a des questions du public. Barbara, vous l'avez dit, les entreprises, les citoyens, les différents organismes, tout le monde est impliqué chez vous, les producteurs. Comment on a fait pour s'assurer que la ville, bougie d'allumage, puisse mobiliser tout ce monde-là? Thank you. That's a great question. Oui, c'est une très bonne question et c'est vraiment au cœur de notre projet, c'est qu'on ait un modèle de gouvernance distribué et nous avons conclu des contrats avec des leaders dans certains secteurs de notre communauté pour diriger chacune de ces tables et notre rôle, c'est de vraiment unir tous ces intervenants dans un tout. Et c'est notre rôle aussi de tenir la vision. C'est une chose, au début d'un projet, les gens sont super passionnés pour leur vision, on obtient une subvention et les gens sont passionnés. Mais je trouve que lorsqu'on ramène ces gens-là au cœur de notre vision et on continue à tenir ce flambeau et de coordonner cette approche, voilà le volet essentiel ou le fil conducteur. Et nous réussissons à réunir tous ces intervenants parce que l'économie circulaire nous permet, et je parle comme ça, comme une grande tente ou une grande table de salle à manger qui est circulaire. Il y a plein de chaises autour et qu'on aborde les enjeux du point de vue du changement climatique, que l'on soit une entreprise qui travaille dans le secteur alimentaire, ou une entreprise technologique, l'économie circulaire est un concept qui réunit les gens autour de la table, qui leur permet de collaborer avec des partenaires qu'ils n'auraient peut-être pas connus avant. Et c'est très motivant pour les gens, ça les inspire, l'opportunité de faire de nouvelles choses, de faire des expériences. Ça a été vraiment une très grande valeur aussi. Ça nous permet d'aller, je pense, d'aller assurer que tous les objectifs de chacun, finalement, sont rencontrés, qu'on additionne nos objectifs. Au début, ça peut être de contribuer, puis après ça, on se rend compte qu'on contribue au bien-être des gens, mais aussi à l'environnement. Donc, on fait vraiment ce beau tour de table. C'est une belle image. Alors, Hélène, on a des questions, justement, du public. On y va. Oui, ben justement, ça fait du pouce avec la question de Barbara sur la collaboration. Donc, on a une question ici du public qui serait, pour Barbara toujours, quelles seraient les premières étapes pour une ville qui souhaiterait reproduire le modèle que vous avez implanté, le modèle d'alimentation circulaire? Est-ce que vous avez rencontré des défis, mais également, quels sont vos succès? Donc, on aimerait vous entendre peut-être sur le côté un petit peu plus expérience de votre histoire. Eh bien, l'une des premières étapes, c'est d'établir des partenariats avec d'autres communautés qui ont déjà fait ce travail. Et il y a une très belle initiative qui s'appelle l'initiative des villes et circulaire des villes et des régions, qui permet de soutenir les villes qui souhaitent mettre en place une stratégie en matière d'économie circulaire. Il ne faut pas faire ça tout seul. Agir tout seul. Il y a plein de gens qui font le même chemin et qui peuvent vous soutenir dans vos efforts. Je pense qu'un défi qu'on a dû relever, c'est de vraiment guider tout cet enthousiasme et gérer les désirs de nos collaborateurs et de s'assurer que le public aussi s'implique et les résidents. Et de comprendre les connexions, les liens, parce que nous intervenons dans un
cercle alimentaire. On imagine ça comme un cercle de la production à la transformation, à notre assiette, aux déchets. Et il y a tellement d'opportunités pour faire une différence dans tous ces aspects, tous ces maillons de la chaîne alimentaire, ou quel que soit votre système. Mais il faut vraiment trouver des leviers et faire des interventions qui vous permettraient d'aller de l'avant et inspirer d'autres gens à à faire le prochain pas pour réaliser des progrès, les progrès que les autres puissent voir et vraiment rayonner, avoir comme des projets phares qui permettent aux gens d'avancer sur leur chemin, leur parcours. Il faut également s'inspirer d'autres entreprises, d'autres modèles, des entreprises qui ont fait les premiers pas dans l'économie circulaire, comprendre ces modèles, à quoi ressemblent-ils? Et en dernier lieu, je dirais qu'on voit vraiment une résurgence, un intérêt dans les coopératives, le modèle coopératif et la collaboration. Je pense que le savoir, l'information, le soutien pour les entreprises qui souhaitent prendre ces démarches, c'est très important. Et moi, ce que je comprends de ce que Barb nous a dit, c'est qu'il faut trouver on le dit en anglais, le what's in it. Il faut que les gens voient qu'il y a quelque chose pour eux, il y a quelque chose qui peut changer. Et finalement, on a chacun nos motivations, mais tout le monde décide d'embarquer dans cette circularité-là. Mais les municipalités peuvent avoir ce rôle-là d'étincelle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Hélène? Oui, on a d'autres questions. En fait, on aurait deux questions pour Jean-François. Une sur le transport des denrées. On veut savoir un peu comment tout ça est géré. Est-ce que c'est l'initiative des agriculteurs, des banques alimentaires, des cuisines solidaires de gérer le transport? Puis on a une autre question qui est, vous en faites beaucoup au niveau de la redistribution des surplus dans les industries, commerces et institutions. Les quantités sont quand même assez phénoménales. Donc, est-ce que vous avez aussi une vision pour l'intégration d'actions en réduction à la source auprès de ces clientèles-là? Peut-être commencer par la réduction à la source. C'est sûr que quand on identifie, nous, à travers la plateforme de récupération, on identifie les tonnages, les volumes de denrées récupérées. C'est sûr qu'un chef exécutif d'un établissement qui voit la quantité peut être sensibilisé à ce volume-là, puis à avoir des façons de peut-être réduire. C'est sûr que dans certains secteurs, c'est plus difficile que d'autres. Je pense à toute la planification des événements et tout ça. Des fois, c'est vraiment des circonstances d'annulation ou de la planification par le client, surtout, qui a peut-être surévalué ou il ne voulait pas manquer de nourriture, donc il en a commandé un peu plus. Tout ça, c'est souvent ça qui fait qu'il y en a. Et là, je parle spécifiquement dans le secteur événementiel et le secteur de l'hôtellerie. Je pense que nos amis des banques alimentaires, avec Banque alimentaire Québec, sont très solides sur le côté récupération en supermarché et tout ça. Puis je pense qu'effectivement, là aussi, il y a une prise de conscience au niveau de la réduction à la source. Peut-être sur l'aspect, puis en fait, tout ça déborde sur le consommateur, tout ça déborde sur les personnes à la maison aussi, parce qu'il y a tout un aspect d'éducation. On est quand même dans plus de 150 écoles secondaires à travers le Québec, puis on amène des discussions sur le gaspillage alimentaire, puis je pense qu'il faut outiller les gens, éduquer. Et ça, les chefs peuvent, avec leur niveau de connaissance et de compétences, développer ces outils-là pour le grand public, pour les aider à la maison à mieux gérer le frigo, par exemple, ou à gérer les invendus pour être créatifs au niveau des recettes qu'on peut intégrer dans notre alimentation. Le côté transport, c'est un gros morceau, puis c'est un gros enjeu, effectivement. On a eu de l'aide des banques alimentaires dans certains cas qui sont allés chercher et qui nous ont fait des transports. On a eu des transporteurs privés comme Morneau, comme TEB, comme Robert Transport qui nous ont aidés à transporter des denrées. On a des fermiers qui nous ont livré eux-mêmes leurs produits directement. On a fait vraiment appel à cette générosité-là. Mais effectivement, l'enjeu de transport pour rendre ça aussi plus fonctionnel, c'est un gros enjeu. Puis d'ailleurs, on a eu des conversations avec nos amis de Lyon Électrique pour voir si c'était possible de peut-être voir un camion qui pourrait assurer la suite des cuisines solidaires, justement, puis d'aller faire des ramassages dans les fermes, puis d'aller
d'aller transporter les denrées, que ce soit la denrée brute ou même le plat préparé qui sort de l'établissement. Donc, on a des bonnes discussions là-dessus, puis c'est très prometteur, c'est ce que je peux vous dire. Là, peut-être des annonces à venir prochainement. Ah ben Jean-François, c'est très inspirant parce qu'effectivement, on voit qu'il y a moyen d'améliorer. Cédric le disait, il faut tout mesurer parce que c'est ce qui fait la différence. Puis on se rend compte que chaque partenaire peut contribuer à abaisser nos GES en même temps qu'on optimise l'économie circulaire. Donc, je pense qu'on peut tous atteindre ces objectifs-là si on travaille ensemble parce qu'on le sait. Donc, 11,2 millions de tonnes. C'est la quantité d'aliments au Canada qui est perdue, qui n'est pas mangée chaque année. Fait que je pense qu'on a encore un grand défi, mais vous avez contribué à être l'étincelle chacun à votre façon pour faire changer les choses, pour faire en sorte que ce chiffre-là baisse de façon dramatique. Barbara Schwartzen-Truber de la Ville de Guelph, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-François Archambault de la Tablée des chefs et Cédric Provost d'Antosystème. Merci à tous les trois. Merci, Marie. Les églises, il y a de ça pas si longtemps, étaient au cœur de la vie des villages québécois. Mais avec nos mœurs qui changent, qu'est-ce qui advient de ces lieux de rassemblement? Alors que de plus en plus d'églises sont abandonnées, certains citoyens se mobilisent pour donner une nouvelle vie à ces patrimoines municipaux. C'est le cas de Pierre-Philippe Côté, aussi connu sous son nom d'artiste Pilou, qui, en novembre 2017, a acheté l'église de Saint-Adrien en Estrie. Son but, la reconvertir en espace multidisciplinaire et culturel. Le point le plus intéressant du projet, c'est la façon dont ces instigateurs ont décidé de chauffer l'église en émettant le moins de gaz à effet de serre possible. Attendez de voir comment ils s'y prennent, c'est assez unique. C'est quoi le trip d'acheter une église? En fait, c'est venu parce qu'il y avait un besoin. Tout ce qu'on fait ici part d'un besoin. Il y avait besoin de sauver le bâtiment puis de trouver une nouvelle vocation. En fait, moi, je voulais faire un agrandissement pour mes studios personnels à moi, qui est le studio Le Nid. Ça m'a comme fait prendre conscience que l'église, ça pouvait pas être pour une seule vocation ou une seule compagnie ou une seule personne. Fait qu'on a ouvert les portes à la communauté. Puis on a décidé de développer des projets à l'église comme étant le centre du village. Vous êtes aussi en train de favoriser le commerce local de plein de façons différentes. On fait tous les efforts qu'on peut, en fait, pour essayer de réduire les changements climatiques ou d'influencer les gens, justement, à faire des moves comme on fait à Saint-Adrien, d'encourager les circuits courts, l'achat local, le vrac zéro déchet. Tout ce qui est relié à l'alimentation, il y a beaucoup de transport d'aliments qui est des grandes causes d'émissions de GES. Pour nous, c'est important d'amener tout ça dans l'action. Fait que d'encourager des producteurs locaux qui ont des bons produits à ce qu'ils soient vendus dans leur propre biorégion, dans leur propre terroir, en fait. Fait que ça, ce que ça crée au niveau des GES, il y a clairement une réduction. Comment vous faites pour chauffer tout ce beau monde-là l'hiver? On a eu l'idée il y a 2 ans, en fait, le premier hiver que j'ai acheté l'église. J'ai un ami qui il mine de la crypto-monnaie, il fait de la blockchain, puis il faisait ça chez lui. Et puis il me racontait qu'il faisait moins 35 dehors, puis qu'il avait chaud dans sa maison, puis qu'il savait plus quoi faire. C'était invivable dans ma cuisine. Il devait faire à peu près 32. Fait que c'est sûr que ça allumé dans ma tête des cloches disant « Écoute, Patrick, on sait qu'actuellement, cette industrie-là est en très, très gros développement. Au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de pousser ça un peu plus loin? Puis de donner une deuxième utilité à cette énergie-là. » J'ai dit, moi, j'ai une église frigorifiée en ce moment qui coûte extrêmement cher de mazout, qui est pas éco-responsable, qui a de l'air qui sort, tout ça. Fait que là, j'ai dit, on pourrait, avec une bonne entrée électrique, faire un système de chauffage électrique avec la blockchain. Ça prend combien de serveurs pour chauffer cette grande église-là? Bien, pour l'église au complet, là, on a séparé ça en 2-3 petites parties. Ici, on est en dessous de la sacristie qui est comme séparée. On en a 7 pour chauffer la sacristie. Pour l'église au complet, présentement, il y en a 35. T'es en train de créer à distance avec quelqu'un d'autre qui est dans une autre église? Oui, en fait, c'est la station scénique. On est en résidence de création cette semaine pour créer à distance avec cette technologie-là. Nous, on collabore beaucoup avec les gens de Saint-Camille. Fait que là, l'intérêt d'avoir cette station-là ici, c'est que, par exemple, justement, au lieu de prendre ma voiture, me déplacer à Saint-Camille, faire un meeting d'1 heure avec l'équipe là-bas, revenir, si on peut éviter une centaine de déplacements comme ça dans l'année, ben c'est déjà ça de gagner. C'est de la technologie en région et puis de la création numérique. C'est super le fun.